La vie, c'est un peu comme un marathon en chaussons de licorne. Imprévisible et parfois complètement surréaliste. Entre jongler avec les réunions et essayer de se rappeler si on n'a rien oublié, prendre soin de soi peut parfois ressembler à une mission impossible. Pour rester en forme, on connaît tous la recette. Manger sain, dormir comme un bébé et bouger plus qu'un kangourou sous caféine. Facile, non? Sauf que dans la vraie vie, c'est souvent plus compliqué. Goosey, c'est la collation qui ne te raconte pas de salade. Goosey te simplifie la vie sans magie, sans poudre de perlimpinpin, juste du bon sens. Ils utilisent un super ingrédient, la levure de bière. La levure de bière, c'est un peu le couteau suisse de la nutrition, une source naturelle de vitamine B pour te donner de l'énergie sans finir comme une pile électrique et riche en protéines pour te sentir fort comme un super-héros. La cape est en option par contre. Alors, prêt à donner à ton corps ce dont il a besoin pour une collation équilibrée qui tient la route, viens faire un tour sur goussi.co, G-O-U-2-S-Y.co. Changer le monde, une étiquette à la fois. Cette phrase pourrait sembler utopique, mais pas pour Sabine Bonneau. Sabine Bonneau est une figure clé du mouvement pour une alimentation durable. Ancienne professionnelle de l'agrochimie, reconvertie en défenseuse de l'agriculture durable, son parcours est aussi surprenant qu'inspirant. Elle est devenue une experte reconnue dans l'évaluation de l'impact environnemental des systèmes de production alimentaire, une mission qu'elle poursuit avec passion à travers le Planet Score. Le Planet Score est un dispositif d'évaluation environnementale des produits alimentaires. Dans ce nouvel épisode de Nutstalk, découvre comment ses décisions et sa vision aident à remodeler notre façon de consommer et d'interagir avec l'environnement. Et les résultats sont là. Une meilleure sensibilisation du public, une pression croissante sur les producteurs et distributeurs pour des pratiques plus durables et une nouvelle voie vers une consommation responsable. Nos choix alimentaires ont un impact profond sur notre planète. Alors comment chacun de nous peut contribuer à un avenir plus durable, un produit à la fois? Tu le découvriras dans ce nouvel épisode de Nutstalk. Bonne écoute! Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Merci Sabine de prendre le temps de venir échanger dans notre talk. Comment tu te sens aujourd'hui? Eh bien, très bien, un petit peu comme juste avant des vacances de Noël, donc comme tout le monde, un peu, ventre à terre pour terminer l'année, mais très heureuse de te retrouver sur ce temps d'échange. Bah, moi aussi, je suis très heureux. Tu es la porte-parole du dispositif d'affichage environnemental Planet Score. On va en parler plus en détail. Mais pour les deux personnes au fond de la salle qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux présenter ton parcours? Alors pour faire très bref, moi j'ai commencé à travailler d'abord au service de l'agrochimie, ensuite de l'agroalimentaire à l'international sur, tout un tas de types de produits. Et puis j'ai fait une reconversion professionnelle, en me rapprochant, de la production agricole et alimentaire, qui m'a amenée à développer des travaux d'expérimentation en production et ce qui m'a amenée, par reptation successive, à travailler sur des travaux de recherche et notamment à être, référente professionnelle du pôle durabilité et transition d'un institut technique agricole et alimentaire qui s'appelle l'ITAB, que j'ai également présidé pendant presque 3 ans et donc aujourd'hui, après là aussi beaucoup de travaux, hein, sur les questions d'évaluation environnementale des systèmes de production alimentaire, à me spécialiser sur, les enjeux liés à l'information environnementale dans le secteur alimentaire et également à l'éco-conception des produits alimentaires. C'est intéressant, tu as parlé de reconversion. Pourquoi cette reconversion? Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'alimentation, l'agriculture biologique, ce genre de thématiques? En fait, moi, au départ, je ne connaissais pas, hein, les modes de production. J'étais très éloignée, comme beaucoup d'entre nous, on est majoritairement, citadins aujourd'hui, majoritairement très éloignés des réalités de l'agriculture et de la production alimentaire. Heu
Donc en fait, ce qui a fait que j'ai changé de trajectoire, c'est que l'expérience que j'ai vécue au sein de ces entreprises qui, gèrent l'agroalimentaire, heu, m'a laissé penser qu'on avait quand même des choses à faire et des freins à l'intérieur des organisations qui, à l'époque où j'ai fait ce changement de trajectoire, étaient très compliqués à lever. On n'avait pas, sur le terrain la quantité d'initiatives positives qu'on observe aujourd'hui et donc d'une certaine manière, j'ai souhaité, toucher cette difficulté-là et cette réalité-là du doigt. Et d'ailleurs, c'est une difficulté à plusieurs niveaux, à la fois sur ce qu'on peut réellement faire dans un agroécosystème, pour le rendre, résilient, pour le rendre, soutenable, mais également me confronter à la difficulté de ce que c'est qu'être agriculteur ou producteur. Et je peux dire réellement que passer moi j'étais dans un parcours, CSP+, hein, ce qu'on appelle CSP+, je trouve que d'ailleurs c'est un peu indigne de dire ça comme ça, mais à quelque chose qui est regardé de très, très haut dans la société, qui est la production agricole où quasiment on entre guillemets «on dégringole», hein, dans un sondage. Quand on est agriculteur, souvent on se retrouve juste à côté de chômeurs et étudiants. Bah, c'est quand même très, très étonnant parce que, en tous les cas pour ma part, je trouve que vraiment ce métier est magnifique et que c'est clairement pourtant j'ai fait des métiers compliqués avant, mais c'est clairement le plus compliqué du monde. Et donc toucher cette réalité-là, je le sentais quand j'étais en entreprise avant. C'est ce qui m'a permis de connecter en fait, de connecter les choses à la fois dans ma tête, mais aussi dans la réalité. Qu'est-ce que c'est que de produire de l'alimentation soutenable? Alors je sais qu'on va y venir, donc je ne vais pas plus loin, mais pour moi c'est, indispensable et chacun à son échelle. On peut avoir simplement déjà un jardin pour comprendre ce que c'est que produire de l'alimentation. À quel moment, quel genre de produit on peut avoir et moyennant quel genre d'effort. Ça, je pense que c'est vraiment aujourd'hui une nécessité, que ce soit dans des jardins individuels ou collectifs, mais que les gens se réapproprient un petit peu cet acte-là de produire pour mieux valoriser ce qu'ils trouvent ensuite à l'étal, en linéaire ou auprès des producteurs directement. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, en tant que citadin, que personne où on réfléchit pas forcément à comment on fait les choses, heu, on se rend pas vraiment compte de la difficulté d'être agriculteur. Est-ce que tu peux, nous en parler et nous expliquer, ben, c'est quoi les difficultés ou les principaux problèmes, auxquels ils sont confrontés? Alors, moi, je ne peux pas parler pour tout le monde. En tous les cas, je peux dire dans mon bassin, qui est le sud-ouest de la France, ce à quoi j'ai été confrontée depuis une douzaine d'années. D'abord, la réalité du terrain. Tout simplement, on est confronté à la vie. Moi, typiquement, j'ai un terrain très argileux, donc ça veut dire très collant, sur lequel les labours se passent difficilement, par exemple. Donc, ça m'a amené assez vite à réfléchir à la question de la couverture des sols au non-labour, ce qui est ce que je pratique maintenant donc non-travail du sol, c'est ce que je pratique dans mes vergers. Également, la difficulté de l'aménagement des parcelles. J'ai pu m'installer sur une parcelle et j'ai été très heureuse de trouver une assez grande parcelle, mais il n'y avait plus aucune haie, par exemple. Il n'y avait plus un certain nombre de ce qu'on appelle en jargon, infrastructures agroécologiques. Des mares ou des puits avaient été remblayés, et typiquement, comme je me destinais à faire une production fruitière au démarrage, bah, en fait, sans haies et sans infrastructure de ce type-là, je sentais que j'allais avoir un problème sur la pollinisation. Ce qui est une réalité, hein, quand on veut produire des fruits, la majorité des fruits, on a besoin des insectes et donc il a fallu que je mette en œuvre tout un tas par exemple, plantation de 3 kilomètres de haies, reconstruction de murets de pierres sèches, ouverture d'une mare et cetera. Simplement pour qu'il y ait des conditions d'accueil pour, ce qu'on pourrait appeler techniquement des facteurs de production. Ça n'en sont pas, hein, mais la biodiversité, en fait, est un élément essentiel à l'acte de produire. Donc être confronté à ça, mais également, bah, au fait que depuis, là maintenant, ça fait quand même plus de 5, 6 ans qu'on a des automnes extrêmement compliqués, en général extrêmement secs, avec aucune pluie avant début décembre. Alors au-delà des fruits, je fais aussi, des céréales. Ben, si on n'a pas du tout de pluie à l'automne, on ne peut pas semer, ça ne germe pas. Si on veut faire des couverts intercalaires, des couverts végétaux en plein été, ben, en fait, les conditions sont très rarement réunies pour faire germer et pousser ce type de couvert végétal. Hem Et puis confronté aussi à des réalités du style, ben, les saisons, c'est des choses qu'on réapprend quand on vient de la ville et il y a 12 ans, j'avais quand même assez peu conscience de ce que c'était qu'une saison, hein. Ben, en tomates, je ne en hiver, pardon, je ne peux pas produire de tomates dans mon jardin et certains fruits ne sont pas accessibles une partie de l'année
et c'est tout à fait normal malgré des techniques de conservation. On ne peut pas tout faire. Et puis la réalité physique un terrain qui est, un terrain, une colline, donc avec une pente, avec une exposition d'un côté au nord, de l'autre côté au sud, et donc on ne peut pas faire pousser la même chose. Idem sur les vents, voilà, gérer le fait qu'on a du vent d'autant dans mon secteur et que, si on n'installe pas des haies, ben, on se retrouve très rapidement avec, des difficultés à gérer aussi cet élément-là. Donc des choses qui sont complètement, à distance, en fait, quand on est en ville et qu'on peut simplement passer dans une surface de vente et acheter à peu près tout, à peu près n'importe quel moment de l'année et en général, même s'il y a eu de l'inflation récemment, à des prix qui sont quand même très peu élevés. Donc en fait, ces difficultés-là, qui sont les difficultés quotidiennes des producteurs, elles sont invisibles. J'ai une question tout de suite là qui me vient en tête, c'est par rapport au changement climatique, au dérèglement climatique. Est-ce que du coup, je ne sais pas depuis combien de temps, toi, bah, tu, fais des cultures, mais est-ce que tu as ressenti, ce changement? Est-ce que ça change plus vite? Est-ce qu'il est plus important? Ou est-ce que finalement il n'est pas si important que ça? Alors à mon échelle, et je pense que d'autres personnes que moi pourraient en dire beaucoup plus, hein, mais sur 12 ans, moi je le vis déjà. Vraiment, c'est assez, flagrant. D'abord sur la raréfaction de la ressource en eau à l'échelle de mon terrain. J'ai normalement des mares qui se remplissent bien et cetera, des sources je vois que ça coule de moins en moins. J'ai des techniques pour mesurer les débits et cetera, c'est de plus en plus faible. On a également des problèmes de brûlure en été, donc ça c'est factuel, ce sont des troncs qui brûlent, ou des cultures quand je fais quelques cultures légumières qu'on ne peut plus laisser sécher au soleil parce qu'elles brûlent. Donc ça, c'est quand même assez violent et puis on a également sur les cycles de ravageurs, le fait qu'on ait des températures élevées qui démarrent assez tôt en saison et qui durent assez tard. Bah, au lieu d'avoir un cycle, on se retrouve avec 2 cycles, 3 cycles de certains insectes ravageurs, par exemple. Donc ça rend certaines situations assez difficiles, à gérer. Donc oui, c'est tout à fait mesurable rien qu'à ma petite échelle temporelle. Je vois. On va recentrer un petit peu, l'épisode. J'avoue que je me suis un petit peu, laissé emporter, c'était très intéressant. Il y a une question qu'on traite, tout le temps dans notre talk, c'est: «Pour toi, c'est quoi bien manger?» Alors bien manger, moi j'aime bien la façon dont, par exemple, Anthony Fardet en parle, avec ses collègues, Michel Duru, notamment. C'est ce qu'il appelle les 3 V. Donc le premier c'est vrai, c'est-à-dire, ben, en général, j'aime bien reconnaître l'aliment que j'ai dans mon assiette. Et ça, c'est plus facile quand on est proche d'une matière brute ou d'une matière première. Heu, Plus variée, donc ça veut dire, avoir vraiment une assiette très diversifiée, colorée. En général, quand on a plein de couleurs dans une assiette, c'est plutôt bon signe. Et là, je parle de couleurs naturelles d'aliments. Et puis, plus végétale. Alors ça ne veut pas du tout dire, ni végétarien ni végane, mais ça veut dire que, Heu, c'est une assiette qui est équilibrée. On sait qu'on mange à peu près aujourd'hui 2 fois trop de produits issus de l'élevage, à la fois pour la santé, donc ça, ce sont les éléments qui sont fournis par l'OMS, mais également pour le respect d'un certain nombre de limites planétaires, et donc avoir une alimentation un peu plus végétale que ce qu'on fait aujourd'hui, à peu près 2 fois plus, c'est également, pour moi, une façon de bien manger et puis également, heu, le plus local possible et le plus respectueux de l'environnement. Donc ça, ce sont des évidences et je pense que tout le monde, a ça en tête. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas donnés en premier parce que ce qui est quand même devenu assez loin de nous, c'est le côté vrai et sur ce côté-là, on a quand même encore maintenant beaucoup de chemin à faire en sens inverse. Et on a d'ailleurs, enregistré avec, Anthony Fardet, où on parle, Ah. des aliments ultra transformés. Je ne sais pas, chers auditeurs, quand l'épisode sortira. Je ne sais pas non plus, ce podcast-là, quand il sortira, mais sachez qu'on a enregistré un super épisode et qu'il sortira certainement prochainement. À l'inverse, qu'est-ce qu'une mauvaise alimentation? Alors, ça, c'est relativement simple, on prend le miroir. La première chose, ce sont, vraiment des aliments ultra transformés. Là, on a quand même tout un tas d'éléments scientifiques aujourd'hui qui montrent que ces aliments, sont,
très problématique sur tous les grands enjeux de civilisation, de santé publique, hein, diabète de type 2, obésité, syndrome métabolique, maladies cardiovasculaires, etc. Des produits qui sont produits selon des modes de production, souvent dont on est très éloigné, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais qui contiennent notamment un certain nombre de résidus de pesticides. Ça, c'est aussi un véritable enjeu de santé publique. C'est quand même extrêmement problématique qu'on expose la population souvent à des résidus sur lesquels ils sont absolument pas informés. Ça veut dire également ne pas se soucier de toute la chaîne de production et mal manger, ça va jusqu'à alors au-delà de l'ultra-emballage aussi, hein, on pourrait dire qu'il y a des produits qui viennent de très loin, mais ça, c'est pas forcément pas vertueux. On peut avoir des très bons systèmes de production qui sont importés. On ne fabrique pas de cacao ou de café, dans les pays européens, par exemple. On peut avoir des très bons systèmes de production importés, mais par contre, on peut avoir des systèmes de production mal mangés pour les producteurs. Ça, c'est un sujet auquel je suis évidemment assez sensible, mais je ne suis pas la seule. Heu, on peut, heu, on peut littéralement détruire des systèmes de production et des agriculteurs en ne rémunérant pas au juste prix et ça, c'est pas une affaire de local ou pas local. On peut très bien détruire des agriculteurs, en France en ne payant pas des prix qui leur permettent de maintenir leur activité. C'est ce qu'on voit actuellement dans certaines filières, tout à fait locales. On va rentrer un petit peu plus dans le détail et on va parler, du Planet Score. Déjà, c'est quoi le Planet Score et à quels besoins il répond? Alors, le Planet Score, c'est un dispositif d'information consommateur et d'éco-conception pour les entreprises de l'agroalimentaire, que ce soit des distributeurs, donc des grandes et des moins grandes enseignes, des fabricants d'aliments, d'agroalimentaire et des restaurateurs. Et donc, ça répond à une demande de transparence des consommateurs, ça c'est la première chose. Ça répond également à une demande légale, réglementaire, qui est de lutter contre le greenwashing. On a une loi qui a été publiée sur ce sujet et qui a été le déclencheur hein, de notre démarche de transparence. Et puis ça répond également à une demande des acteurs, que ce soit les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, qui essayent de faire de mieux en mieux et qui n'avaient pas jusqu'à présent d'outils pour montrer, pour refléter en fait des démarches qui sont des démarches de progrès. Alors, certaines sont plus ou moins abouties, mais justement, on n'est pas dans un monde binaire. Aujourd'hui, tout le monde a compris que les sujets sont complexes et on n'avait rien qui permette de refléter cette diversité et cette nuance entre, du conventionnel qui n'a rien à en tous les cas, à matérialiser sur les étiquetages actuels, enfin avant le Planet Score et puis, des produits bio, voire bio plus, hein, qui sont souvent fort bien reconnus ou du label rouge. Mais on a quand même la majorité du système alimentaire qui n'est pas bio et label rouge aujourd'hui. Et donc comment est-ce qu'on fait pour arriver à situer les produits qui sont en trajectoire et qui n'ont pas de labellisation? Sachant que quand même une bonne partie des filières sur lesquelles on a pu travailler, puisqu'on travaille aujourd'hui avec plus de 300 marques dans 12 pays, une bonne partie des filières ont déjà commencé à bouger depuis plusieurs années et ça nous permet d'objectiver ces trajectoires et de refléter sur une étiquette qui montre les grands enjeux pour les produits alimentaires. Les grands enjeux, alors au départ, on n'était que sur l'environnement, donc on montre l'usage de pesticides, l'impact sur la biodiversité, c'est-à-dire la nature, et l'impact sur le réchauffement climatique. Donc ça, c'est la base avec un score qui permet de refléter ces trois enjeux, mais chacun est bien visible individuellement. Et puis un quatrième enjeu qui est montré également dès qu'il y a plus de 5 de produits issus de l'élevage dans la recette, qui est l'enjeu mode d'élevage, donc en lien avec le bien-être animal à l'échelle des fermes. Tu as dit, que ça avait commencé à bouger depuis plusieurs années. Et une question qui me vient tout de suite, c'est est-ce que ça a bougé dans la bonne direction? Ou est-ce que finalement, ça bouge, mais seulement pour, faire un peu de greenwashing et pour dire: «Bah, regardez, on fait bien les choses»? Heu, alors c'est variable selon les structures. Après, sincèrement, on voit que des filières sont en train de commencer à bouger depuis déjà plusieurs années. Alors je pense à plusieurs outils, notamment un qui s'occupe d'agroécologie, et qui s'appelle, l'indice de régénération et qui permet en fait, nous, on ne va pas donner des bonus des labels ou des démarches. On utilise les données, ça s'appelle des données primaires, c'est-à-dire vraiment les données qui sont collectées sur les fermes
et qui sont vérifiés par des bureaux de contrôle. Un peu comme la certification bio. Donc, par exemple, la certification bio, elle dit chaque année, minimum, il y a un contrôle et ça permet de dire il n'y a pas eu tel et tel type d'intrant et ça a respecté le cahier des charges bio. En fait, il y a aussi des filières intermédiaires qui, elles, n'imposent pas un cahier des charges aussi précis, mais qui demandent à ce que chaque item de ce qui est impactant sur l'environnement soit contrôlé. Et donc, en fait, nous, on utilise ensuite ces données-là, ce qui veut dire que, pour donner un exemple, un label HVE, et on sait que le label HVE est très décrié actuellement, forcément parce que c'est une carte à points, c'est-à-dire que ça ne garantit absolument aucun niveau minimal à peu de choses près. Simplement, quand on objective avec les données réelles qui sont fournies par les producteurs, on a fait des évaluations aussi bien pour des fruits, des filières, des grosses filières fruits, des grosses filières légumes et des grandes filières également en vin. Eh bien, réellement, on a parmi les producteurs une très grande diversité, mais on a des producteurs qui ont beaucoup avancé déjà, qui sont déjà sur un chemin euh, où on peut dire sans greenwashing qu'ils ont une étiquette qui sort mieux que la moyenne ou que les producteurs qui n'ont pas du tout engagé de trajectoire. Donc oui, ça bouge. Après, là où ça bouge quand même plus difficilement, alors notamment dans le contexte actuel où on a eu de l'inflation, c'est sur la relocalisation, c'est sur l'ultra-transformation et sur la rémunération des producteurs. Donc raison pour laquelle, par rapport à l'étiquette strictement environnementale qu'on avait lancée au départ il y a 2 ans et demi, on a lancé un pilote cette année qui permet de compléter et de montrer en propre, tout ça n'est jamais aggloméré, l'enjeu rémunération des producteurs, l'enjeu origine et l'enjeu ultra-transformation. C'est vrai que l'ultra-transformation, c'est vraiment un sujet, hein, quand on en a parlé avec Anthony, on se retrouve avec des produits qui, sont green, de partout, qui semblent sains pour la santé, mais finalement, ils sont tellement transformés qu'on ne sait même pas comment, le corps, va, réagir, en le consommant sur le long terme et du coup, le Planet Score, comment lui, il est calculé et qu'est-ce qu'il prend en compte, sur, la totalité du coup de la fabrication, du produit? Alors, le Planet Score, si on se recentre sur la partie strictement environnementale, il inclut la totalité des impacts environnementaux depuis la production jusqu'au consommateur. Donc, c'est ce qu'on appelle de la fourche à la fourchette. Donc, ça veut dire que ça inclut également non seulement la production agricole, donc tout ce qui a été nécessaire pour arriver à produire ce produit, mais également le transport, la cuisson, la surgélation éventuelle, l'emballage. Après, néanmoins, il faut être conscient, en tous les cas pour les produits alimentaires, que la partie production agricole, donc ce qui se passe sur les fermes, représente en moyenne 85 donc ça, c'est selon les bases de données de l'ADEME, 85 des impacts complets rendus consommateurs. Donc il faut juste être conscient que ça permet de rendre visible pour les citoyens que nous sommes tous, des choses qui sont aujourd'hui invisibles de l'immense majorité d'entre nous. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les systèmes de production. Donc ça, c'est la méthode de calcul est basée sur 25 indicateurs au total, donc elle est vraiment très large. Et quand vous avez par exemple un produit qui a une mauvaise note climat, c'est par exemple parce qu'il est associé à de la déforestation que vous ne voyez pas, qui est là aussi très loin de vos yeux, mais qui a été associé à ce produit. S'il est très mauvais sur la biodiversité, souvent c'est que c'est un produit qui a provoqué par exemple des fuites de nitrates ou des fuites de pesticides dans les masses d'eau. Et ces indices-là, qui peut y avoir accès et comment on fait pour y avoir accès? Alors, les étiquettes, elles sont accessibles aujourd'hui grâce à l'effort de transparence qui est déjà engagé par un certain nombre de marques et de distributeurs. Donc, par exemple, vous pouvez les trouver en magasin sur à peu près 80 marques qui sont déjà donc sur emballage. Par exemple, Fermier de Loué ou les biscuits Bjorg, pour ne citer que, les produits Omi également, qui font partie des pionniers, qui se sont lancés en premier. Donc 80 marques sont déjà on pack. On a plus de à peu près 150 marques qui affichent déjà sur leur site, en attendant pour certaines, que les emballages soient déployés, qui affichent sur leur site internet de vente en ligne. Et également, alors
le plus accessible pour tout le monde en attendant que les marques aient fait la transparence, c'est sur l'application mobile d'UFC Que Choisir, qui a fait le choix du Planet Score depuis cet été, donc depuis juillet 2023. Et l'étiquette, quand vous scannez, donc c'est évidemment une application mobile gratuite, accessible à tous, l'étiquette vous permet de voir le Planet Score sur 135 000 produits, à la fois sur les entreprises qui ont fait l'effort de transmission des données et qui souhaitent que leur étiquette soit publique, mais également sur les entreprises qui n'ont pas encore fait la transparence pour montrer à quoi ressemblent leurs produits si elles n'ont pas encore fait d'effort aujourd'hui. C'est-à-dire si les appros sont des appros mondiaux tout à fait classiques. Et donc là, on a une petite étiquette, on voit que c'est une étiquette non transparente, mais on voit très bien le résultat quand même. Et donc ça, c'est visible rien qu'en flashant les codes barres dans votre cuisine ou en linéaire en magasin. Donc 135 000 produits, c'est tout ce qu'il y avait dans la base de données du FC Que Choisir. Ça fait déjà beaucoup, beaucoup de monde en magasin. À quoi il ressemble, le logo? Est-ce que tu peux un peu le détailler? Alors pour ceux qui sont en audio, ça va être un petit peu plus difficile, mais pour qu'on voit un peu à quoi il ressemble. On va faire une incrustation sur la vidéo. Donc c'est un logo qui va du vert au rouge. Et ça, c'est également un signal qui était, c'était pas un exercice imposé, mais on va dire chaudement recommandé, qui donne à la fois une note agrégée pour situer le produit de manière un peu générale, mais ce qui est plus intéressant, c'est clairement les sous-indicateurs. Donc on a 3 sous-indicateurs. Pesticides, à chaque fois qui va en 5 niveaux, hein, de vert à rouge. Donc usage de pesticides au champ, biodiversité et climat, donc impact sur le réchauffement climatique, plus donc le mode d'élevage. Et le mode d'élevage, lui, est en 3 niveaux, vert, orange ou rouge, selon qu'il est satisfaisant, intermédiaire ou non satisfaisant. Et donc ça fait une étiquette assez compacte en fait, qui permet en un clin d'œil à chacun non seulement d'être informé, mais aussi d'arbitrer. Ça, c'est des choses qu'on a pu voir en études consommateurs, en magasin et en études panélistes. C'est qu'on a chacun notre sensibilité et que cette étiquette-là, en fait, elle prend chacun d'entre nous pour un adulte. Elle lui permet d'arbitrer, en fait. Si vous êtes très sensible à la question du mode d'élevage et moins sensible à d'autres enjeux, bah, vous pouvez faire le choix sur l'étiquette de regarder ce qui vous importe le plus. Et idem, hein, sur les autres curseurs. Vous devez également être en capacité de faire des arbitrages parce qu'on peut très, très bien être bon sur un paramètre et franchement mauvais sur d'autres. Ouais, je l'ai sous les yeux, l'étiquette, et elle est, vraiment simple à lire, quoi. On a une note, de A à E, et puis en dessous les 3 indicateurs et l'indicateur de mode d'élevage, du bien-être animal. C'est Non, c'est vraiment très clair en tout cas, c'est simple à lire et en un coup d'œil, on peut voir, ben, les paramètres, bah, comme tu dis, pour essayer de voir, si, on préfère privilégier peut-être un peu plus le climat ou un peu plus, la biodiversité, par rapport quand on a 2 produits, je veux dire, qu'on veut les comparer, quoi. Comment, on peut, être sûr que la méthode de calcul, elle est cohérente et elle va pas favoriser certains industriels par rapport à un autre? Alors déjà, ce qui est certain, c'est, nous, on peut garantir notre indépendance et je crois qu'on est les seuls. À ce jour, donc le Planet Score a été, rendu entièrement indépendant au cours de cette année 2023 d'ailleurs, puisqu'au départ, il dépendait d'un institut technique et cetera. Là, aujourd'hui, le Planet Score, c'est 2 structures, une entreprise à mission, donc au sens de la loi Pacte, hein. On a une réglementation en France qui encadre ces entreprises et donc elle a dans son article 1, dans ses statuts, c'est la mission de l'entreprise, c'est d'accélérer la mutation du secteur de l'agroalimentaire. C'est pas une entreprise qui fait du business pour faire du business du tout. Donc ça, c'est la première chose et la deuxième chose, c'est que la marque n'appartient pas à l'entreprise. Donc ça, c'est un garde-fou énorme. La marque appartient à une structure d'intérêt général qui s'appelle un fonds de dotation et dont la gouvernance est assurée exclusivement par des scientifiques, alors de manière majoritaire par des scientifiques et des experts. Anthony Fardet en fait partie, Michel Duru également, mais ils ne sont pas les seuls, hein. On a presque une vingtaine de scientifiques, dans le collège des experts et puis, de manière minoritaire, des associations d'intérêt général. Et donc en fait, il n'y a pas d'entreprise dans la gouvernance de la marque Planet Score. À notre connaissance,
C'est la seule marque en Europe, on n'a pas fait le tour du monde pour vérifier, mais probablement également au monde, qui a pris ce genre d'action. Et également le fait, et on l'a assumé depuis le début, que soit affiché sur l'étiquette usage de pesticides et mode d'élevage. Ce sont des signes forts, en fait, qu'on est vraiment là pour prendre soin de la vérité, de la transparence complète. Et c'est clairement perçu comme ça, même il y a 2 ans, quand le Planet Score n'était pas encore déployé en magasin. Dès qu'on le présentait en situation réelle, puisqu'on a pu faire des tests sur plusieurs jours chez Lidl, à leur demande, et chez Biocoop, c'est que tout de suite, c'est perçu comme l'étiquette qui veut vraiment prendre soin de moi, parce qu'elle me raconte la vérité, puisqu'il y a ces indications-là que vous ne trouverez sur aucune autre étiquette. Et au niveau de l'algorithme derrière, est-ce qu'on est sûr qu'il y ait pas de triche ou ce genre de choses? Est-ce que vous mettez des sécurités, des barrières, ou autre chose? Alors l'algorithme, il a été donc tout ce qui est formule de calcul a été rendu public il y a déjà plus d'un an lors d'un webinaire qui est téléchargeable sur notre site internet, du 15 décembre 2022. Donc ça, voilà, ceux qui veulent le reconstruire, certains nous ont dit qu'ils l'avaient reconstruit. Good, pas de problème. Bon, ils peuvent pas utiliser la marque, mais en tous les cas, ils peuvent, s'ils ont envie de reconstruire un algorithme complet, ils le peuvent. L'algorithme est en cours de dépôt également à un endroit qui s'appelle l'Agence, de protection des programmes. Donc ça permet de le protéger, mais en même temps, ça veut dire qu'il est encore plus public. Il va également être certifié. Donc ça veut dire que, la certification, ça permet de montrer que les résultats sont toujours reproductibles. Si on rentre la même donnée, c'est le même résultat qui sort au bout. Et ça, c'est pareil, on anticipe même la réglementation puisque ces choses-là sont même pas encore calées dans la loi, mais elles ont déjà été anticipées depuis plus d'un an pour être sûr qu'on était justement, robuste. Et l'autre chose, c'est en fait, très peu de gens sont suffisamment, calés scientifiquement. Même nous, on a travaillé des années pour arriver à ce référentiel, sont suffisamment calés scientifiquement pour valider un algorithme. Par contre, quasiment tout le monde, avec un peu de bon sens, est en capacité de valider ou de vérifier la pertinence sociétale des résultats. Et en fait, ça, c'est le grand point fort du Planet Score, c'est qu'il a une pertinence des résultats par rapport à ce que les gens savent, connaissent des réalités environnementales du secteur, que ce soit des experts ou des gens qui, voilà, qui connaissent un peu l'agriculture ou qui jardinent et qui savent comment les choses sont produites. Donc ça, pour nous, c'est la pierre de touche vraiment d'un dispositif pour dire qu'il est anti-greenwashing. C'est que vous n'allez pas retrouver, par exemple, des productions végétales qui sont très impactantes sur l'environnement avec un bon score, et vous n'allez pas non plus retrouver, un mouton herbagé avec une note horrible. Il y a sûrement une question que nos auditeurs se posent, parce qu'il y a un autre, score qu'ils connaissent certainement très bien, qui est le Nutri-Score. Quelle est la différence, du Planet Score face au Nutri-Score? Alors on n'est pas face parce qu'en fait, ce sont des dispositifs qui sont complémentaires. D'ailleurs, dans l'étiquette intégrale pour les entreprises qui, affichent ou souhaitent afficher le Nutri-Score, il fait également partie de la carte d'identité du produit. Le Nutri-Score n'apporte qu'une information nutritionnelle sur le produit. C'est même pas forcément une information santé, hein, c'est vraiment une information qui essaye de résumer, calories, protéines, lipides, glucides, fibres. Heu, donc voilà, on va dire c'est une première approche pour éviter de retourner le paquet et de regarder vraiment davantage de détails. Néanmoins, Heu, enfin moi j'incite d'ailleurs tout le monde quand on veut manger, bien, de regarder sur les produits transformés quand même, la face arrière. Mais donc c'est voilà, il y a pas de c'est complémentaire. C'est Je trouve, alors là, c'est peut-être, mon point de vue, que c'est compliqué quand on commence à avoir, le Nutri-Score, le Planet Score, on a aussi l'indice de transformation SIGA. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un seul outil qui rassemble tous ces outils qui, au final, comme tu l'as dit, fonctionnent ensemble, plutôt que d'avoir, plusieurs, informations différentes? Eh bien, je vous invite à aller voir sur le site internet puisqu'on est en phase pilote cette année sur l'étiquette intégrale qui est précisément cette carte d'identité-là, et qui montre les 3 jauges environnementales, le mode d'élevage, la rémunération du producteur, l'origine, l'ultra-transformation et pour ceux qui le souhaitent, le Nutri-Score. Super, je mettrai les liens dans les notes, de l'épisode. Voilà.
Sur le site internet, on a fait un communiqué de presse en reprenant la communication qui a été faite par Biocop sur ce sujet. Ça s'appelle «Cette étiquette va vous scotcher». Vous ne pouvez pas la louper. Est-ce que le Planet Score compare une même catégorie de produits ou il compare tous les produits sans distinction? Je donne un exemple, on pourrait dire qu'une carotte, c'est mieux qu'un steak de bœuf, par exemple. Alors en fait, une carotte n'existe pas et un steak de bœuf non plus. Si on prend l'exemple de la carotte, bah, en fait, on a des systèmes de production qui sont, plus ou moins impactants sur l'environnement. La carotte est une production qui peut être fortement impactante. Si on prend l'exemple de la pomme, hein, parce qu'on pourrait dire aussi la pomme, c'est forcément super bon. Non, les gens qui habitent d'ailleurs à côté de systèmes de production en arboriculture ou en vigne ou en betterave sucrière ou en pommes de terre savent très bien, si vous leur posez la question, que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc non, en fait, une pomme, une carotte ou un kilo de sucre ne sont pas forcément mieux qu'un steak parce que là, c'est pareil, il n'y a pas un steak. On a alors surtout dans malheureusement une partie de la consommation importée, on a effectivement des steaks qui ne sont pas très vertueux et qui vont se retrouver avec des notes effectivement bien pires que la pire des carottes. On va dire qu'il y a quand même une translation, mais on a aussi des steaks, que ce soit d'ailleurs, du bœuf ou de la vache, c'est plus souvent de la vache, que du mouton ou autre, qui peuvent être très bons pour l'environnement, notamment et ça, on a quand même la chance et il faut avoir conscience de cette chance. On a des systèmes de production en France qui sont des systèmes, pour une partie d'entre eux, qui sont plutôt très herbagés, qui permettent d'avoir, de l'utilisation de territoire sur ce qu'on appelle de la prairie permanente, c'est-à-dire des surfaces toujours en herbe qui sont les plus riches en biodiversité qu'on ait en France, qui stockent énormément de carbone. Donc ce sont des surfaces qui, si on s'amusait à les cultiver en carottes, dégazeraient énormément de CO2, accessoirement également beaucoup de nitrates. Donc en fait, il faut juste réaliser, il n'y a pas de système idéal. Et en fait, oui, il y a effectivement, bah, il faut les chercher, mais on a des systèmes, STEC qui sont, heu, qui sont visiblement bons pour l'environnement, incluant pour le climat d'ailleurs. Quels sont les freins à la démocratisation de ce Planet Score et plus largement à une prise en compte de l'environnement dans la production des produits, et leur consommation? Alors le frein, bah, nous on trouve que ça va déjà très, très vite parce qu'on n'a pas de force commerciale, on n'a pas de marketing et on est déjà à 300 marques dans 12 pays alors on n'a rien fait. On a juste des marques qui nous contactent et qui font ce travail, qui font cet effort. Heu, le frein principal, c'est le courage. Et quand on a des distributeurs, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, comme Monoprix, comme Franprix, comme Picard, comme Eroski en Espagne, comme Biocop, également, Naturalia, La Vie Claire, qui sont vraiment engagés dans cet effort de transparence, qui ont déjà beaucoup amélioré leur marque propre depuis des années et qui ont envie de montrer, voilà, la diversité de leur gamme et qui ont le courage de faire la transparence complète en montrant aussi les produits sur lesquels ils ont encore du chemin à faire. Bah, là, en fait, on est en train d'ouvrir des barrières et de décompacter vraiment les cerveaux. C'est sûr que pour certains gros distributeurs, heu, ça peut être plus compliqué parce qu'ils ont parfois déjà des filières qualité qui sont, structurées, mais pas sur toutes les gammes et pas sur, voilà. Donc reste à voir, maintenant par rapport à ces distributeurs et ces marques. Donc dans les marques, j'ai cité, tout à l'heure Bjorg, Fermier de Loué, Omi. On a également des grandes marques comme Dossi qui travaillent à leurs évaluations, à regarder les choses en face, à faire de l'amélioration. Parce que quand on dit prendre le consommateur pour un adulte, ça veut dire aussi que l'entreprise est capable de regarder en adulte et sans vouloir mettre en place des stratégies d'évitement, quels sont ses impacts et comment arriver à faire mieux dans la durée. Donc en fait, le frein principal, c'est surtout le fait que probablement certaines entreprises ont quand même très envie que leurs produits soient bien notés quoi qu'il arrive et de chercher le dispositif qui leur permettra d'échapper à un certain nombre de leurs responsabilités environnementales et sociales. J'en profite, pour, dire qu'on a enregistré avec, Omi. C'est l'épisode 3 du podcast. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller, l'écouter. Il est
hyper intéressant. Comment Omi fabrique de bons produits sains, bons et au bon prix, que ce soit pour l'agriculteur ou pour le consommateur. Je vous invite à aller l'écouter, c'est l'épisode 3. Moi, je vais enfoncer un peu une porte ouverte et je vais te demander, te poser la question, est-ce que c'est vraiment important finalement d'avoir toutes ces informations et si oui, pourquoi? Hem, alors plusieurs choses. D'abord, si on regarde la question strictement environnementale, en fait, le secteur de l'agroalimentaire et même l'agriculture, hein, qui est la majorité des impacts du produit final rendu consommateur, en fait, l'agriculture est la principale cause de dépassement de ce qu'on appelle les limites planétaires. Toutes les grandes limites planétaires franchies le sont à cause, alors bon, on va dire à cause pour commencer, hein, de l'agriculture. Donc on pourrait se dire c'est un constat assez déprimant. Bah non, en fait, on le prend en sens inverse en se disant, on connaît scientifiquement les leviers pour améliorer la situation et quand un secteur est responsable massivement, alors à part sur, changement climatique, il y a quand même des industries ultra contributrices qui sont devant l'agriculture et notamment tout ce qui mobilise beaucoup d'énergie fossile ou ce qui extrait de l'énergie fossile, et les transports. Mais, en tous les cas, sur les autres dimensions, effondrement de la biodiversité, pollution des masses d'eau, notamment aux nitrates et aux pesticides, globalement pollution chimique et antibiotiques, usage de l'eau, déforestation, donc changement d'usage des sols. Là-dessus, on a une responsabilité majeure dans notre secteur, mais ça veut dire aussi qu'on a la capacité d'agir. Donc nous, on trouve ça plutôt fabuleux de dire: «Bah oui, ça vaut le coup d'être informé», parce que si on le peut et là, on est actuellement en train de faire des travaux pour voir comment avoir un panier Planet Score avec des bonnes notes Planet Score à ISO budget. Bah là, ça vaut vraiment le coup parce qu'en fait, il faut mettre la pression sur les entreprises. Certaines ont envie, hein, je vous en ai donné quelques-unes tout à l'heure sur les 300, mais d'autres n'ont pas envie du tout. C'est-à-dire qu'elles s'approvisionnent à bas coût dans des chaînes de production qui ne sont pas respectueuses ni de la planète, ni des animaux, ni des producteurs. On peut le mettre, il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je viens de dire, hein. On peut le mettre dans tout au même niveau, ou dans l'ordre selon nos sensibilités. Mais en tous les cas, c'est également important pour notre santé parce que on fait partie de l'environnement. Donc dire: «C'est pas grave, c'est produit à distance, ça pollue, mais c'est pas chez moi», en fait, ça n'existe pas. C'est on finit toujours on est en haut des chaînes alimentaires, on est en haut des chaînes trophiques et toutes les pollutions, ben, on le voit bien, hein, les pollutions chimiques, pesticides, plastiques et cetera ou l'azote des engrais, on finit toujours par le retrouver dans notre eau, dans notre air et dans notre alimentation. Donc en fait, il y a pas moyen d'échapper et là également, bah, des équipes comme, des équipes de chercheurs qu'on a déjà citées tout à l'heure, ont fait un très bel article là-dessus qui s'appelle «Les coûts cachés de l'alimentation» et qui montre que quand vous pensez payer pas cher un produit à la caisse, donc ça coûte, imaginons 1 €, le prix réel, si on doit réparer les dégâts qui ont été faits sur la nature et sur la santé humaine, puisqu'il y a des dégâts difficilement quantifiables, mais ils sont quand même déjà un peu quantifiés sur notre santé. En fait, ça coûte 1 € de plus. C'est énorme en fait. C'est pas une promo, un produit à 1 €. C'est en fait une catastrophe et pour l'environnement et pour la personne qui le consomme derrière. On a une phrase chez les Nuts, on dit que quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Et ça reflète exactement ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux, parler un petit peu plus en détail de ce que tu viens de dire, sur, quand on achète un produit pas cher, finalement derrière on le paye, plus cher? Bah, en fait, ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire que dans le prix, payé ne sont pas incluses tout un tas de coûts, en fait, qui sont cachés. Et ces coûts, bah, ce sont notamment des coûts de dépollution de l'eau, de santé publique. On a quand même, aujourd'hui, enfin, je pense que à peu près tout le monde le sait, mais des gens qui meurent d'antibiorésistance, des gens qui sont affectés également par des maladies dites de civilisation, liées à l'alimentation ou à l'exposition à des polluants environnementaux et en fait, tout ça, ça coûte très, très cher et donc je vous incite à lire cet article, hein, de Michel Duru et Anthony Fardet également, «Les coûts cachés de l'alimentation», qui est disponible, gratuitement sur, comme toutes nos publications, toutes celles qu'on met à disposition sur notre site internet et qui montre qu'en fait, le cheap food, l'alimentation pas chère n'existe pas. On finit par la payer tôt ou tard et en fait, le plus dur qu'on paye, c'est notre santé.
Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit, hein. Il y a eu également une très belle étude des banques alimentaires là-dessus, c'est que les personnes qui ont le moins de moyens sont en général celles qui ont l'alimentation la plus dégradée en termes de densité nutritionnelle, et cetera. Et également, les plus gros problèmes, c'est contre-intuitif, on pourrait se dire le surpoids, bah, quand on n'a pas assez d'argent pour manger. Si, en fait, l'obésité, le surpoids, les diabètes de type 2 ont plus de prévalence parmi les personnes qui ont le moins de budget pour se nourrir. Donc ça veut dire attention, oui, bien sûr, on peut produire cheap de manière un peu artificielle, mais on le paye très cher en fait. Si tu veux une collation vraiment équilibrée où rien n'est laissé au hasard, ta santé, ton apport nutritionnel, l'impact sur la planète et l'éthique envers les producteurs, Goosey, c'est la collation qui te permet de maintenir une bonne alimentation en toutes circonstances. Énergie et satiété garantie. Pour goûter cette délicieuse collation, rendez-vous sur goosey.co, G-O-U-2-S-Y.co. Qui c'est qui paye ce genre de choses ou comment c'est payé? Parce que du coup, le consommateur, il s'en rend pas compte. Donc, comment lui, il paye par l'intermédiaire de? Mais il s'en rend compte parce qu'en fait, même si c'est pas au moment où il passe en caisse, nous payons tous ces surcoûts-là. On les paye par nos impôts, on les paye par la redevance qu'on paye également pour dépolluer l'eau. Donc en fait, ce sont simplement des coûts différés, mais je vous rassure, à l'année, ça nous coûte de toute façon le prix complet. Ah, finalement, je résume, un produit, au final, un produit pas cher, on le paye 3 fois. On le paye la première fois où on le paye en caisse, on le paye une deuxième fois parce qu'il va pas forcément nous rendre en bonne santé, donc va falloir qu'on aille voir le médecin, donc là, on va encore payer et puis une troisième fois parce que comme tu as dit, il va falloir, dépolluer les sols, et cetera, quoi. Oui et puis bon, là, on parle quand même, c'est important de parler santé et en fait, ça, c'est le concept un petit peu de santé unique, hein, qui est scientifiquement très visible aujourd'hui, devenu très visible et heureusement, même par des instituts comme l'INRA. C'est qu'en fait, on ne peut pas être en bonne santé si on n'a pas une bonne santé multidimensionnelle. On ne peut pas, nous, être en bonne santé si on est en train de polluer l'environnement. Ça n'existe pas. On est inséré dans des boucles qui font que de toute façon, on finit par le payer. Et vraiment, au-delà de la partie économique, c'est extraordinairement pesant de se dire qu'on le paye de notre santé. Parce que ça veut dire engager la totalité de nos proches, de notre famille, etc., euh, dans des trajectoires extrêmement douloureuses, en fait. Quel est le levier réel, que peut avoir le consommateur, aujourd'hui? Et quel poids, il peut avoir? Parce que moi, j'en entends beaucoup qui disent: «Mais, je peux pas faire autrement» ou «De toute manière, ça sert à rien que je fasse ça parce que les autres le font pas». Est-ce que le consommateur a un réel poids? Bah, écoutez, sinon on peut poser le crayon et tout arrêter. On peut aussi décider que c'est trop tard et il y a plein de gens aujourd'hui qui disent: «Oui, bon, par exemple sur le climat, la France, c'est que 1 c'est pas la peine de s'embêter» ou «Ça y est, on est parti pour 2,5 degrés, c'est pas la peine de se mobiliser». Bah, en fait, si on fait ça, c'est pas 2,5 degrés, c'est 4 ou 5, ça va aller beaucoup plus vite. Si bien sûr qu'on a des marges de manœuvre énormes. En fait, le consommateur, c'est une personne souvent très ambivalente, très paradoxale, qui, a des envies que les choses aillent mieux, mais qui en plus enfin, en même temps, quand il se retrouve devant le linéaire, peut avoir effectivement des actes d'achat impulsifs. Parce qu'il y a d'abord le goût, hein, qui rentre. Quand on achète un aliment, le premier critère d'achat, c'est le goût et le plaisir. On est en train de parler d'alimentaire et c'est normal. Donc en fait, on peut très bien se dire: «Je sais que ça va être très mauvais pour ma santé ou celle de ma famille, mais je vais quand même le prendre parce que c'est drôlement bon». Donc ça fait partie des réalités paradoxales. Néanmoins, on a quand même la capacité de peser par nos actes d'achat. On vote 3 fois par jour, hein, c'est quand même énorme. Il y a peu de mandats qu'on renouvelle 3 fois par jour à nos élus. Donc ça, c'est une très grande puissance et ça, on ne peut exercer ce mandat-là correctement que si on demande aux industriels et aux distributeurs de faire la transparence. C'est-à-dire que même entre 2 produits qui pourraient vous sembler très équivalents, bah, en fait, ils sont réellement parfois très différents sur leur impact environnemental, mais également leur impact social, leur origine, et cetera. Tant que vous ne forcez pas les industriels par, vox populi, hein, par la voix des consommateurs à faire cette transparence, elle n'adviendra pas parce que pour vous vendre des choses pas chères, en général, ce sont plutôt des filières d'appro, pas terribles, parfois importées et cetera.
ou parfois c'est encore pire, c'est-à-dire que ce sont des filières pas terribles, mais en plus, l'entreprise fait beaucoup de marge. C'est-à-dire qu'elle vous le vend avec un très joli emballage, un peu premium, et là en fait, vous n'achetez pas mieux que le premier prix, on va dire, mais en plus avec, des gens qui auront encore moins d'incitation côté entreprise à faire la transparence parce qu'en plus, ils sont en train de faire beaucoup de marge sur ces produits-là. Donc vous avez le pouvoir de demander en fait. N'hésitez pas à interpeller les entreprises. Appelez-nous si vous souhaitez qu'il y ait un relais côté, consommateur. Donc, je rappelle, hein, UFC Que Choisir l'a mis sur son appli. Donc vous pouvez également vous mobiliser par ces associations-là pour peser dans le débat. Et en fait, ce sont bien les consommateurs. On est quand même beaucoup plus nombreux que les entreprises et on a un poids énorme. Ce sont les consommateurs qui pèsent. Ça n'empêche pas, nous, on est quand même conscients aussi des limites de l'exercice, que quand on a un sujet environnemental ou social ultra urgent et ultra important, de légiférer. Nous, on est là pour donner de l'information, mais le législateur peut tout à fait dire, par exemple, la déforestation importée, c'est terminé, on n'en veut plus. Dans ces cas-là, il faut faire une loi. Ce n'est pas suffisant d'informer les gens. Si on dit que ça, c'est vraiment trop grave, on fait une loi et on interdit l'importation de produits qui contribuent à la déforestation. Donc voilà, ça c'est aussi pour dire qu'on est favorable à ce qu'il y ait des réglementations dures sur certains enjeux forts, et notamment pour les enjeux environnementaux ou sociaux. Tu as parlé de l'impact environnemental d'un produit. J'aimerais qu'on creuse un petit peu. C'est quoi qui pèse le plus, dans la fabrication, d'un produit alimentaire? Alors de très loin, c'est ce qui se passe donc sur les fermes, sur les sites de production agricole, et ensuite pour moins de 15 en moyenne, hein, du total, le transport, la transformation, donc tout ce qui est process, de chaud, de froid, et cetera, et l'emballage. Et donc ces 85 qui sont du côté vraiment de la production agricole, ce qui pèse le plus, donc là en général, hein, ce sont tout ce qu'on appelle itinéraire technique, et donc la gestion des parcelles, la couverture des sols, le travail du sol, la présence de haies, la taille des parcelles qui est un élément qu'on oublie souvent, hein, quand on est très loin de ce sujet-là, mais c'est un élément très important, la fragmentation du paysage pour assurer des régulations naturelles, les itinéraires techniques également de fertilisation, les itinéraires pesticides, la diversité des assolements. Donc ça veut dire est-ce qu'on a seulement 2 cultures ou 3 cultures dans la rotation ou est-ce qu'on va plus loin? Donc vous voyez, ce sont tout un tas d'éléments quand même très hétérogènes. Idem sur la conduite des troupeaux, hein. Est-ce qu'on est sur des prairies permanentes ou pas? Est-ce qu'on importe du soja du Brésil ou d'Argentine pour nourrir les bêtes? Et idem sur les produits importés végétaux. Est-ce que mon cacao, vient, par exemple, de Côte d'Ivoire ou du Ghana, qui ont déforesté, enfin détruit la forêt sur 85 hein, de la surface pour, développer de plus en plus ces productions depuis quelques décennies? Ou est-ce qu'on est dans des schémas certifiés, contrôlés qui, ne font plus ce type de pratique, et qui respectent la forêt? Donc voilà, ce sont des enjeux qui peuvent, selon les produits et les catégories de produits, être très disparates, mais en tous les cas, la majorité de l'enjeu, même pour des produits importés, hein, en fait, le transport compte très, très peu. On ne s'en rend pas compte, quand on voit tous ces flux, mais le fait que, alors à part quand c'est transporté en avion, là par contre c'est très mauvais et ça se voit sur l'étiquette Planet Score immédiatement. Mais par contre quand les produits sont transportés en bateau ou en camion ou en train, en fait c'est très, très peu impactant. Il faut le limiter et nous on est vraiment très favorable à ce qu'il y ait une relocalisation. D'ailleurs il y a un bonus pour les productions qui sont territorialisées, mais il faut être clair que c'est pas l'enjeu de distance qui crée l'impact environnemental. Le gaspillage, est-ce que c'est également quelque chose qui est important dans la vie d'un produit alimentaire? Oui, alors ça, bon, nous, on mobilise la moyenne qui est, dans les bases de données, de l'ADEME parce qu'on ne peut évidemment pas vous calculer un produit rendu consommateur avec son gaspillage inclus. Et ça, c'est quand même de bon sens et d'ailleurs, on a vu que le gaspillage a commencé à être réduit, depuis quelque temps. D'abord parce que les produits sont plus chers et ça veut dire que c'est dommage parce que ça veut dire qu'avant, on s'autorisait plus de pertes parce que c'est finalement pas cher de jeter de l'alimentation dans la poubelle. Et puis également parce qu'il y a des initiatives comme, Too Good To Go, par exemple, hein, qui permettent que tout le monde soit gagnant, des distributeurs parce qu'ils perdent moins, et qui mettent en place quelque chose qui est socialement respectable.
des structures d'accompagnement comme Too Good To Go qui font un bon job et puis des consommateurs qui arrivent à trouver des aliments, avant qu'ils ne soient jetés, et qui peuvent être consommés. Au début d'épisode, Cher. on a dit, que bien manger, c'était, vrai, varié et végétal. J'aimerais qu'on parte un petit peu sur la partie, végétale et du Plus coup, végétal. J'ai plus pas dit voilà, que végétal, attention. voilà, c'est du coup ma question. Est-ce que du coup, il faut supprimer la viande et le poisson et ne manger que végétal ou non? Alors posons une question intermédiaire. Faut-il arrêter les produits laitiers? Faut-il arrêter les œufs? Parce qu'en fait, souvent dans ces débats-là, on se cristallise sur la viande, donc la chair, parce que la chair, on voit mieux l'animal. Mais en fait, beaucoup de végétariens, par exemple, mangent des yaourts, du fromage, des œufs et cetera. Heu et ce sont des produits qui ont vraiment des qualités, alors selon comment ils sont produits bien sûr, mais alors d'autant plus qu'ils sont produits de manière, extensive, herbagère et cetera, qui ont de vraies qualités santé, nutritionnelles. Donc ça, je pense que vous en avez sûrement discuté avec Anthony Fardet, je ne vais pas revenir là-dessus, mais des équilibres notamment en graisses, en protéines et cetera, qui sont vraiment intéressants. Un produit gras n'est pas forcément un produit mauvais pour la santé. Des graisses trans, oui, mais des bons acides gras, de fromage, ou même de viande ou de poisson peuvent être très, très bons pour la santé. Donc la question, c'est en fait, si on se dit que tout ça, c'est bon pour la santé, heu, nous sommes quand même a priori des omnivores. Enfin moi, j'entends des choses, parfois assez exotiques sur le fait qu'on aurait un tube digestif d'herbivore. Alors je mets, quiconque au défi de prouver ça, hein, on n'a pas de rumen, on n'a pas 4 estomacs, on n'a pas non plus un tube digestif de carnivore strict. Si vous comparez à un félin, par exemple, le félin a des énormes reins, un tout petit pancréas puisqu'il mange très peu de glucides et beaucoup de protéines. Donc on n'a pas non plus un tube digestif comme ça, mais on a un tube digestif clairement d'omnivore, un peu comme le cochon et nos besoins nutritionnels, enfin en tous les cas dans la génération d'aujourd'hui et probablement pour un paquet de générations avant qu'on mute, en fait, on a besoin d'une alimentation équilibrée qui inclut des protéines, et des graisses issues de l'élevage, en fait, issues de produits animaux. Donc certes, ça nécessite, de la pêche pour ce qui est des poissons et cette pêche, elle est aujourd'hui absolument pas respectueuse des écosystèmes marins. Donc ça, c'est un vrai problème et on en mange trop de poissons. Donc ça, il faut, voilà, réduire et réduire même assez fortement. Idem sur la viande, hein, pour qu'on ait accès à de la viande pas chère, on a aujourd'hui des productions industrielles, qui sont très défavorables au bien-être animal, mais pas forcément non plus très compatibles avec un équilibre nutritionnel du produit final. Pour donner un exemple sur la viande, on est d'autant plus équilibré en profil nutritionnel qu'on a un engraissement à l'herbe. Ben, l'engraissement à l'herbe aujourd'hui, il est quand même très, très rare même, même en bovin. On a de très beaux profils nutritionnels sur des produits laitiers qui, eux, sont, voilà, on n'arrive pas jusqu'à la viande et à l'engraissement, donc on a quand même une partie d'herbe. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais non, il ne faut pas en fait, ça ne reboucle pas. C'est aussi un autre sujet, c'est qu'on en a besoin au niveau nutritionnel, mais ça ne reboucle pas en termes de flux géophysiques. Si on dit: «On ne veut plus d'élevage du tout», il y a eu des publications scientifiques là-dessus d'ailleurs, bah, ça n'est pas l'optimum de ce qu'on peut faire en termes, d'usage de l'espace agricole que d'avoir par exemple, une perspective de se dire: «On fait tout vegan». Donc vegan, ça veut dire qu'il y a même plus de fromage, d'œufs, de yaourt, ni de miel d'ailleurs et donc en fait, dans ces prospectives, bah, on a tout un tas de coproduits agricoles qui ne peuvent plus être utilisés pour produire de l'alimentation qui, au final, devient de l'alimentation humaine. Les animaux savent valoriser des coproduits agricoles. Pas les humains, en fait, on ne peut pas en faire de l'alimentation. Idem sur l'utilisation du sol. On a, pratiquement 12 millions d'hectares de prairies, et de surfaces toujours en herbe en France, sur lesquelles on ne peut pas faire pousser autre chose que de l'herbe, parce que ce sont des sols trop superficiels ou des prairies humides dans lesquelles on ne peut pas passer d'outils, agricoles facilement. Donc en fait, ces surfaces-là, si on les utilise pour faire pousser de l'herbe, vu que jusqu'à preuve de contraire, nous ne sommes pas des herbivores, le meilleur usage alimentaire qu'on peut en faire, c'est d'y faire paître des herbivores, donc des vaches, des moutons, des chèvres, qui font des produits laitiers, qui produisent de la viande également lors des réformes. Donc en fait, ce cycle-là, parce qu'on parle d'économie circulaire, une économie purement végétale, très très difficilement circulaire. Donc en plus de pas forcément bien respecter nos besoins nutritionnels.
Moins, mais mieux. C'est un peu ce qu'il faut retenir Moins de mais tout mieux ça. et ouais et moins assez radicalement quand même, hein, je répète ce que j'ai dit au démarrage, mais moins 50, c'est quand même pas rien. Enfin, en tous les cas, il y a dans la population des gros carnivores, et parfois ça s'explique aussi, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour dire: «Attention, certaines personnes mangent beaucoup de viande, c'est très mal». Ceux qui en mangent très mal et qui, comme la plupart d'entre nous, restent, assis à leur bureau toute la journée, ça ne correspond pas à leurs besoins physiologiques. Par contre, des gens qui travaillent, dans le BTP et cetera, qui sont dehors dans le froid, qui ont besoin de faire beaucoup d'efforts physiques, il n'y a aucune raison de dire que ces gens-là, n'ont pas besoin d'un peu plus de viande que la moyenne. Voilà, c'est un équilibre. Ils ont aussi besoin de tout le reste, hein, ils ont besoin de sûrement plus de végétaux aussi. Mais, attention aussi à ce qu'on dit. Nous, on a vu des analyses qui disaient, «Oui, les hommes sont plus impactants que les femmes». Bah, évidemment, enfin, ils ont un métabolisme basal qui est supérieur. On ne va pas éliminer la moitié de la population et idem, d'autres études tout à fait, des articles, hein, scientifiques pour dire: «Oh, les ouvriers, c'est quand même vachement moins bien que les cadres au niveau, impact alimentaire». On ne peut pas dire ça, hein. On va demander au cadre d'aller faire le boulot de l'ouvrier, puis après il verra comment il mange avec les besoins caloriques, énergétiques, nutritionnels globaux, qui sont les siens. Et puis au final, oui, comme tu dis, il faut adapter à chacun parce que comme tu dis, une personne qui reste assise toute la journée, elle a pas du tout les mêmes besoins nutritionnels qu'une personne qui travaille à l'extérieur, qui porte des sacs de ciment et cetera. Forcément et s'il mange la même quantité, ben, la personne de bureau, bah, va se retrouver en mauvaise santé, parce que, ben, il surconsomme, plus qu'il ne dépense alors qu'à l'inverse, la personne extérieure, elle, sera en bonne santé, quoi. Voilà et donc attention, ces outils-là d'information consommateur ne doivent jamais devenir des outils, ni d'agribashing d'ailleurs pour les producteurs, ni de culpabilisation, de certaines, catégories socio-professionnelles par exemple. Attention quand on dit on a un budget, alimentaire, oui mais nos besoins ne sont pas les mêmes selon le métier qu'on exerce. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'eau, parce que 37 des masses d'eau, superficielles et 31 des masses d'eau souterraines sont affectées par des pollutions diffuses d'origine agricole. Est-ce qu'on peut continuer à boire, l'eau du robinet? Vaste question, alors vous l'avez vu, hein, effectivement, on a le problème, c'est à la fois la pollution chronique diffuse, mais également le fait qu'on découvre au fur et à mesure, ça s'appelle des métabolites de dégradation, c'est-à-dire des molécules qui ne sont nulle part dans les dossiers d'homologation des pesticides et qu'on retrouve, quand on les découvre au bout de parfois plus de 10 ans, hein, qu'on découvre leur existence, qui sont des molécules également chimiques, souvent plus toxiques que le pesticide. Alors le pesticide est déjà toxique, mais souvent encore plus toxique que le pesticide de départ et dans un certain nombre de cas, c'est le cas du S-métolachlore, non filtrable. Donc non filtrable, ça veut dire que même avec une usine de potabilisation à charbon actif, vous rentrez 100, il en sort 99 dans le robinet. Donc la question est, aujourd'hui, on commence à avoir, malheureusement, hein, des données sur le fait que la consommation d'eau qualifiée de potable, mais polluée avec, donc on a à la fois les pollutions d'origine agricole, mais on a aussi des pollutions comme le monochlorure de vinyle, hein, qui est lié aux conduites d'eau qui ont été posées dans les années, 80, dans un grand nombre d'endroits en France notamment, qui posent réellement des problèmes de santé, avec des clusters de problèmes, médicaux donc ça, c'est moi, je ne peux donner aucun aucune recommandation, aucun conseil là-dessus, si ce n'est que on sait, là aussi, hein, c'est publié scientifiquement, que ça coûte 27 fois moins cher de ne pas polluer, c'est-à-dire de faire du préventif et de protéger les zones de captage, que de faire du curatif et que le curatif, comme vous l'avez compris, a ses limites. On ne peut pas tout filtrer, loin de là. On est obligé de faire des dérogations, de casser le thermomètre en changeant les normes de ce qui est acceptable dans l'eau potable. Et on n'est jamais sûr qu'on a su quantifier toutes les molécules il y en a qu'on découvre en faisant chemin. Donc, la meilleure façon d'avancer sur l'eau potable, ma foi, c'est malheureusement, hein, de faire du plaidoyer auprès de ces syndicats d'eau potable pour qu'ils protègent de manière vraiment efficace, avec le soutien des agences de l'eau qui sont là pour ça, avec des programmes d'action ambitieux. Et donc ça veut dire notamment des programmes d'action réellement très ambitieux sur l'usage des pesticides sur ces zones-là des surfaces agricoles.
J'ai une question qui me vient, et peut-être, la plupart des auditeurs et même des personnes se posent, c'est pourquoi l'État, ne crée pas des lois ou n'interdit pas ces choses? Est-ce que c'est si compliqué que ça? Par exemple, je prends l'exemple du glyphosate qui est encore autorisé aujourd'hui et qui vient d'être, prolongé. Pou Est-ce que c'est si compliqué d'interdire ce genre de choses alors qu'on sait que c'est mauvais, que ce soit pour l'environnement ou pour la santé? Oui, c'est compliqué. Alors l'exemple du glyphosate est un bon exemple parce que, en fait, le système de production les systèmes de production agricole aujourd'hui, à l'échelle européenne et même au-delà, sont calibrés sur l'accès à cette molécule pas chère. Vraiment. Donc là, c'est pareil, il y a des publications scientifiques là-dessus, hein, qui montrent le verrouillage que ça a provoqué. Et en fait, pour accepter pour un gouvernement, heu, ou pour la Commission européenne de légiférer là-dessus de manière ambitieuse, heu, en fait, il faudrait qu'il y ait une direction claire qui soit prise sur les priorités. Or, un gouvernement doit faire une espèce de, comment dire? De compromis parfois entre une somme d'intérêts sectoriels, d'intérêts de différentes organisations et doit parfois temporiser des décisions dont on sait que l'histoire, évidemment, rendra raison à ceux qui, font du plaidoyer aujourd'hui pour que les pesticides, les plus problématiques disparaissent, en tous les cas rapidement et en premier. On voit que l'histoire leur a déjà donné raison dans tout un tas de dossiers. Néanmoins, il est vrai que pour les États, c'est souvent plus simple de temporiser un peu et donc malheureusement, c'est ce qu'on voit, aujourd'hui et puis avec des pressions économiques, hein, qui sont absolument, énormes, d'où l'importance en fait, mais comme pour tous les sujets, d'avoir également des dispositifs d'information indépendants. Donc nous, on est positionné vraiment en articulation et en complémentarité avec les dispositifs gouvernementaux pour aider à faire encore plus de transparence. Mais c'est le cas par exemple, si on donne un exemple sur les chiffres du mal logement. Vous avez les chiffres du gouvernement et vous avez les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, qui sont plus élevés. C'est juste parce que la méthode de calcul est un peu plus exigeante. Idem sur les chiffres du chômage, par des structures indépendantes versus les chiffres du chômage du gouvernement. Ça coexiste et ça permet justement la discussion, ça permet l'émulation, ça permet d'aller plus loin, ça permet de continuer à avancer. Et donc moi je ne peux pas m'exprimer à la place du gouvernement. Je vous incite à leur poser la question de, voilà, pourquoi légiférer là-dessus est si compliqué? Mais voilà, visiblement, si c'était si simple, ce serait déjà fait. Et puis, on a parfois aussi des réglementations qui sont calibrées par les entreprises pour les entreprises. C'est le cas notamment sur les dossiers d'homologation des pesticides. Et ça, voilà, j'enfonce une porte ouverte, mais là, c'est pareil, il y a tout un tas d'articles sur la façon dont ces réglementations aujourd'hui ne sont plus du tout adaptées à la réalité de ce que ça provoque dans l'environnement ou sur les humains. Et donc, là, tant que la réglementation est calibrée quasiment à façon, hein, pour respecter les intérêts des industriels et que c'est financé tel que c'est financé aujourd'hui, on ne sortira pas de cette impasse de temporisation réglementaire. Je te remercie beaucoup en tout cas, pour tes explications parce que c'était pas une question, très facile. Je reviens sur, le Planet Score. Est-ce que, votre but, c'est de le rendre obligatoire ou pas du tout? C'est ceux qui veulent faire mieux, le mettent en place? Hem, Nous, on ne pense pas du tout que l'obligation, est un prérequis pour l'efficacité, au contraire. Le fait que des acteurs montrent qu'ils sont capables de s'engager, qu'ils sont capables d'en parler, donc sans traîner les pieds, parce qu'on peut très bien faire du réglementaire et traîner les pieds. Le réglementaire en plus, donc l'obligatoire, aurait l'inconvénient, d'imposer, heu, probablement ou de mettre en majesté une seule méthode et malheureusement les méthodes réglementaires, parfois permettent le greenwashing. Donc en fait non, pour répondre, court, non, ce n'est en fait, on n'est pas pour rendre obligatoire et de même qu'on n'est pas pour interdire quoi que ce soit. Si un jour il y a une étiquette plus performante, encore plus anti-greenwashing avec des termes encore plus fous sur l'étiquette, on sera très content, qu'elle prenne sa place dans l'écosystème et qu'elle nous challenge. Là, aujourd'hui, on sait qu'on a fait, un boulot énorme pour être,
au top de ce qui se fait au niveau européen. On est même appelé à intervenir au Brésil, au Canada. On a été appelé par le Japon. Enfin voilà, on voit qu'on crée une forme à la fois de curiosité, d'appétit et de soulagement, parce que parfois les acteurs étaient confrontés à des systèmes de comptabilité absolument inopérants, voire pire. Donc non, en fait, c'est la pertinence qui doit faire le déploiement. Ça n'est pas le réglementaire. Le réglementaire pose toujours un risque d'étouffement de l'indépendance. Si vous aviez l'interdiction de parler du chômage autrement que par les chiffres officiels ou du mal logement, et que l'abbé Pierre, enfin la Fondation Abbé Pierre ou ADC devait se taire, ce serait grave en fait. Merci beaucoup pour toutes tes explications. On arrive tranquillement à la fin de l'épisode. Il y a une dernière question. C'est quoi ton petit plaisir coupable alimentaire, ta collation ou ton snack favori? Ça peut également être un plat aussi. Alors, j'adore la diversité des fromages qu'on a en France et dans d'autres pays européens. Donc je dois admettre que ça, c'est clairement un plaisir coupable. Et puis, voilà, sinon des plaisirs que je peux avoir également, je n'ai pas d'élevage, actuellement sur la ferme, donc je ne produis pas moi-même du fromage. Mais sinon, j'ai la chance de pouvoir picorer, heu, des des framboises, des cassis, des pêches, des kakis, des pommes ou des poires directement de mes arbres. Donc ça, c'est toujours une très, très belle satisfaction, que j'ai d'ailleurs la chance de pouvoir partager avec, mes clients puisque je vends en direct et je fais en sorte que les récoltes soient faites, sur des fruits mûrs. Et ça, c'est aussi un message, hein, pour, l'agroalimentaire, c'est qu'on est en train de détruire certaines filières à force de vouloir, calibrer les produits pour les filières longues et qu'il y a vraiment un appétit énorme des consommateurs pour des fruits ou des légumes ou d'autres produits, hein, qui ont vraiment des arômes, qui sont liés à à la maturité et donc à la longueur des chaînes logistiques derrière. Donc voilà, probablement une brèche ouverte aussi pour parler de végétalisation de l'alimentation. On ne peut pas en parler dans le vide. On ne peut pas non plus dire que le végétal, c'est que des céréales ou des légumineuses. Il faut aller évidemment plus loin. Fruits et légumes, c'est hyper important. Donc fruits et légumes, ben, il faut que ça soit bon en fait. Voilà, donc Merci plaisir beaucoup. coupable parce que je peux le partager localement, mais pas beaucoup plus loin vu mon circuit de vente. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un fromage particulier qui te fait plus envie qu'un autre? Alors moi, je suis une grande fan de comté, mais j'aime aussi beaucoup, les petits fromages type, sec, rocamadour. Et puis en fait, dans mon département, il y a beaucoup de producteurs qui ne sont pas sur des AOP ou des choses comme ça, mais qui font un boulot absolument extraordinaire. C'est un peu comme les viticulteurs. J'ai pas donné le plaisir coupable du vin, mais j'aurais pu aussi, même s'ils sont pas sur des signes officiels de qualité, qui font aussi du super job, mais eux font vraiment enfin voilà, sont très libres dans leur façon de faire leur fromage ou leur vin d'ailleurs et on a des produits qui ont des noms totalement improbables et qui ne vous diront rien, mais avec vraiment des goûts absolument incroyables. Donc vive la diversité en fait et je pense que c'est ça aussi la solution pour l'avenir, c'est, pour avoir de la diversité dans l'assiette, faut accepter aussi qu'on ait des diversités de producteurs, des diversités de circuits de commercialisation et que, la réglementation n'étouffe pas, hein, ça peut être le cas dans certaines productions, dans certains bassins, n'étouffe pas cette très belle diversité qui est une source de résilience immense pour l'avenir. Et en fait, le meilleur, impact environnemental qu'on puisse avoir pour l'avenir, c'est d'être ou de redevenir le plus résilient possible. En fait, ça résume tout la résilience et cette diversité, c'est vraiment un socle de la résilience. C'est une très bonne conclusion pour une fin d'épisode. Si on veut un petit peu plus de Planet Score, si on veut soutenir ou en savoir plus, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, on a un site internet qui s'appelle www.planetscore, donc planète en anglais, ET-du 6 score.org, sur lequel vous trouverez tout un tas d'éléments de pédagogie, et cetera. Vous pouvez nous contacter, il y a un petit bouton en bas des pages pour nous contacter si vous avez envie de nous poser des questions. Vous pouvez également contacter UFC Que Choisir pour voilà, les inciter quand vous voyez des produits qui n'ont pas leur étiquette dans l'application mobile pour leur dire ça, on a envie. Contactez les industriels. N'hésitez pas à mettre la pression sur les industriels. Et puis pour ceux qui sont dans les réseaux professionnels, on a également une page LinkedIn sur laquelle on met assez régulièrement les interventions qu'on fait et puis les nouvelles phares.
aussi bien au niveau scientifique, technique, réglementaire, transparence conso, etc. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Il me reste à te Merci. remercier. Je vous remercie également, chers auditeurs, et n'oubliez pas, c'est vous qui avez le pouvoir. Donc, faites les bons choix. Quand vous achetez un produit, vous achetez le monde qui va avec. Sabine, je te dis à très bientôt. À bientôt à tous. Merci de m'avoir accueilli pour cet échange. Salut! Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt! Maintenant, tu le sais.